Namasté, Tachidele, Kuzuzangpola. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter le Népal et le Bhoutan aujourd'hui. Je m'appelle Alex Lebehan, je suis fondateur de Shanti Travel. Le Népal, le Bhoutan, ça fait partie de mes pays de vraiment de prédilection. Donc je suis d'autant plus ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur l'Himalaya. Vous voyez la carte ici. L'Himalaya, c'est tout ça. C'est au nord de l'Asie du Sud, de l'Inde, et au sud du Tibet et au-delà de la Chine. Donc voilà le Népal. Et puis juste à côté, le Bhoutan, beaucoup plus petit pays, en tout cas par la taille. Alors, là c'est parti. Hop, de quoi on va parler? Donc, je vais vous présenter brièvement Shanti Travel, notre agence réceptive. Et puis ensuite, on va parler du Népal, on est là pour ça. Puis du Bhoutan. Voici les voyages thématiques qu'on propose chez Shanti Travel. Hop, c'est parti. Shanti Travel, donc on est une agence réceptive basée en Asie. J'ai fondé en 2005 en Inde, à New Delhi. Et puis, Jérémy Grasset, mon associé, m'a rejoint très rapidement. Et puis, il a été moteur de la transformation de Shanti Inde à Shanti Pan-Asie. Pan-Asie, c'est-à-dire que après l'Inde, on a monté une agence au Sri Lanka, à Colombo, puis en Indonésie, à Bali, et puis pour l'Indonésie et Singapour, ainsi qu'à Katmandou pour le Népal, à Manille, à Hanoï pour le Vietnam et à Phnom Penh pour le Cambodge, le Laos et en Thaïlande. Voilà, donc on a aujourd'hui, l'agence est là, 13 ans, bientôt 14. Voilà, alors qui nous sommes? Nous sommes des femmes et des hommes, soit français ou belges francophones, suisses francophones, québécois, et puis bien sûr des experts voyages locaux, francophones et francophiles. Et puis nous sommes sur le terrain, puisqu'on est sur place en Asie. Alors on n'est pas seulement comme là, je le suis devant l'ordinateur, on est aussi beaucoup sur les routes, ou sur le chemin de trek d'ailleurs, ou sur la mer en bateau, ou sous la mer aussi parfois. Ça arrive, ou dans les airs aussi, ça arrive parfois. En tout cas, on est là parce qu'on est des passionnés de voyage en Asie et on a aussi la passion de faire plaisir à vous, mais surtout à vos voyageurs. Voilà, donc nous, notre credo, c'est de créer des boutiques qui ressemblent à vos voyageurs, des voyages sur mesure, mais aussi ultra personnalisés, puisque vous avez comme un interlocuteur unique, et cet interlocuteur unique qui va s'occuper de vos voyageurs, de leur arrivée sur la Desti jusqu'au départ, au retour chez eux. Donc on est spécialisé de voyages sur mesure, de voyages thématiques, des voyages famille, des lunes de miel, des treks, des voyages immersifs chez l'habitant, des voyages bien-être en particulier. Alors, nos valeurs ajoutées, on est réactif, et je pense que ça vous apprécierez. C'est que on vous envoie des devis entre 24 et 48 heures. Ce que je pense vous apprécierez aussi, c'est notre flexibilité, c'est-à-dire que en fonction des retours que vous avez de vos clients, mais aussi de votre propre sensibilité, ce que vous pensez évidemment des voyages qu'on vous propose, on va modifier jusqu'à ce que ça colle à 100% avec les attentes, les besoins du voyageur, de votre client. On travaille évidemment en marque blanche. Une grosse valeur ajoutée, à mon sens, aussi, ce sont nos guides francophones. C'est qu'on on est sur le terrain depuis 13 ans et donc ils sont nombreux, ces guides francophones, à travailler avec nous depuis fort longtemps et on met beaucoup d'énergie à leur formation au quotidien. Voilà, c'est aussi l'accueil sur place et les documents qu'on
C'est-à-dire que l'expert voyage unique va accueillir vos clients soit à l'aéroport, soit le plus souvent directement les retrouver à l'hôtel pour passer un moment avec eux, pour revoir leur programme, donner des good tips, des bons plans à l'oral, mais aussi remettre des documents, alors pas seulement les vouchers et les billets de train ou d'avion, etc., mais aussi des documents, on va dire, plus culturels ou les bonnes adresses de resto, de shopping, etc., etc. Donc ce qu'on appelle le roadbook. Et ensuite, c'est aussi remettre une puce téléphonique ou un téléphone, ça dépend des destinations, et de manière à ce que l'expert voyage soit joignable par les voyageurs 24/7. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte une conciergerie. Alors, on attaque par le Népal. Le Népal, c'est un pays qui est plutôt grand, en tout cas si on prend la géographie d'ouest en est ou d'est en ouest, comme vous voulez, 800 km de long sur à peu près 150 km nord-sud. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, voilà, la souris. Katmandou en fait, vous avez trois bandes nord-sud. Non, pardon, nord-sud. Vous avez au nord la grande barrière himalayenne, qui est à la frontière avec le Tibet. Vous avez, donc ça, c'est des sommets qui vont jusqu'à 8884 mètres de mémoire, l'Everest, le plus haut sommet du monde. Et vous avez une densité de population assez faible. Ce sont des populations tibéto-birmanes d'origine tibétaine, bouddhiste. Vous connaissez tous les Sherpas qui vivent dans la région de l'Everest, dans le Solo-Khumbu, mais voilà, il y a d'autres ethnies, d'autres populations d'origine tibétaine qui vivent sur cette frange. Puis vous avez ensuite au milieu, la ligne du milieu, le Pahar, ce qui veut dire le monde des collines. Alors le monde des collines dans l'Himalaya, ça peut monter jusqu'à 4500, 5000 mètres. Mais dis donc, les villages, ils sont entre 800 et 2000 mètres d'altitude, et c'est là où vous allez avoir la majorité de la population. Et vous avez une diversité de population extrêmement importante. Vous avez les hindous, les populations hindoues de caste, qui sont dans les mêmes villages que les populations dont on parlait tout à l'heure d'origine tibétaine, qui sont petit à petit descendues du plateau tibétain pour trouver refuge dans cette partie de collines du Népal, qui est beaucoup plus propice à l'agriculture qu'en haute altitude, que ce soit dans la barrière himalayenne ou sur le plateau tibétain proprement dit. C'est là aussi ce monde des collines où vous allez trouver la capitale, Katmandou, qui est absolument extraordinaire, hein. C'est un dédale de petites ruelles magnifiques avec une architecture traditionnelle assez extraordinaire, des briques, du bois sculpté, des temples absolument incroyables, des pagodes et des traditions à la fois bouddhistes et hindoues, un vrai syncrétisme comme ça religieux et culturel. Vous allez trouver aussi sur cette bande de collines Pokhara, un peu plus à l'ouest, la troisième plus grande ville du Népal, mais la deuxième plus touristique, on va dire, après Katmandou, qui se trouve Pokhara à 20 minutes de vol de Katmandou, avec 5-6 liaisons par jour entre Pokhara et Katmandou, et qui se trouve en bordure d'un grand lac, très beau lac, sur lequel on va se balader en barque, et au pied des Annapurna. Donc vous connaissez tous les Annapurna, Annapurna premier 8000, le best-seller de l'expédition française sur les Annapurna, sur l'Annapurna 1. Donc voilà, on est pour seulement 800 mètres d'altitude à Pokhara, mais on est au pied de ces montagnes gigantesques, entre 7005 et plus de 8000 mètres d'altitude, des glaciers à perte de vue, c'est vraiment féerique. Et puis, sur la bande sud du Népal, vous trouvez la région qu'on appelle le Terai. Le Terai, c'est une région beaucoup plus basse, risicole, mais aussi avec de nombreuses forêts qui sont très préservées. Et notamment, c'est là où se trouvent deux grands parcs nationaux que sont Chitwan,
et Bardia, Chitwan étant le plus visité, ces deux parcs abritent énormément d'éléphants, mais aussi des tigres, et enfin des rhinocéros unicornes qui sont endémiques de la région. Alors voilà, après le côté un peu géographie, on va... non, peut-être une info avant qu'on regarde un film. Au Népal, il y a à peu près 50% de voyageurs qui s'y rendent pour randonner, pour faire des treks, voire même des expéditions, de l'alpinisme, et 50% des voyageurs qui s'y rendent pour faire des voyages qu'on va appeler découvertes, découvertes culturelles, découvertes immersives, découvertes parfois spirituelles. Et puis après, rien ne nous empêche de conjuguer à la fois un peu de trek et un peu de voyage culturel et un peu de voyage spirituel. C'est d'ailleurs ce qu'on fait assez souvent à Shanty Travel avec vos clients. Alors voilà, je vais vous maintenant passer un petit film, si je le trouve. Voilà. Hop, c'est parti. Le Népal hors des sentiers battus. J'espère que vous avez le son, moi je l'ai pas. Ouais, j'espère que vous avez eu le retour son. Moi, je l'avais pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. En tous les cas, ce que vous avez vu au départ du film, donc c'était à Katmandou, puis dans la vallée avec tous ces temples extraordinaires et ces monastères. Et puis ensuite, les voyageurs ont pris l'avion jusqu'à Pokhara. Vous avez vu le lac de Pokhara, les populations tibétaines bouddhistes, les moines. Et ensuite, les voyageurs sont partis en trek dans la région des Annapurna, au nord de Pokhara. Voilà. Alors, quand vous rendre au Népal, quelle est la meilleure saison? La meilleure saison, c'est tout le temps, sauf quand il pleut. Il pleut quand? Il pleut entre juin et septembre. Autrement dit, il est bon de voyager au Népal entre octobre et mai pour des voyages découvertes, tout ce qui n'est pas trek en haute altitude. Pour les treks en haute altitude, il vaut mieux éviter bien évidemment l'hiver puisque il y a la neige qui va s'accumuler sur les sommets et même sur les cols. Et donc, on va plutôt trekker en octobre, novembre et en mars, avril.
Par contre, encore une fois, s'il s'agit de voyages découvertes en moyenne altitude, là, c'est tout l'automne, tout l'hiver, tout le printemps. Par contre, on évite la période de pluie, la période estivale. Alors, je vais vous présenter brièvement deux voyages, deux programmes qui sont des best-sellers chez Chantilly, chez nous. Il y a un premier voyage qui est le Népal en famille, qui est en 13 jours de Katmandou au Katmandou, autrement dit en 15 jours de la France jusqu'à la France. C'est un best-seller, il cartonne parce qu'il est très varié, parce que je pense qu'il est bien fait aussi pour à la fois pour les enfants et pour les parents. On arrive à Katmandou, on est en immersion souvent dans des maisons d'hôtes charmantes, confortables, mais maisons d'hôtes, donc c'est ça qui est bien, avec des familles népalaises. On découvre la capitale, la ville de Katmandou, ses temples. On va pas trop être dans le culturel et dans le monument. On va aussi aller apprendre à faire à manger le fameux dalbat ou les fameux momos, des plats typiquement népalais et tibétains chez l'habitant. On va partager un repas avec des locaux. On va aussi éventuellement apprendre à faire des kukris. Ce sont les couteaux des Gourkhas, des énormes couteaux absolument magnifiques. Ou alors on va faire des cerfs-volants, par exemple, fabriquer des cerfs-volants. Les cerfs-volants, les enfants népalais ont tous un cerf-volant, et donc voilà, c'est un objet, c'est un jouet ou un objet plutôt très local, et donc c'est sympa d'avoir des activités comme ça pour les enfants avec des artisans locaux avec lesquels on va pouvoir partager un moment très agréable. Et puis ensuite, on va aller découvrir les environs de Katmandou, dans la vallée, des bourgades très sympathiques, avec une belle architecture, plus traditionnelle, on va rencontrer des agriculteurs, on va découvrir une école, on va visiter un monastère aussi bouddhiste, qui abrite de nombreux moines, et notamment des enfants moines. Donc on va aller rencontrer les enfants moines, qui resteront moines peut-être plus tard, adultes, s'ils le souhaitent ou pas, ou qui reviendront dans la vie civile. Et puis on va passer une nuit à Nagarkot, qui se trouve à 2200 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, enfin sur une crête plus précisément. Et de cette crête, on a une vue absolument extraordinaire sur la région de l'Everest et sur l'Everest proprement dit, avec des levées de soleil en général absolument magnifiques. Et puis ensuite, après la découverte de la vallée de Katmandou, on va aller à Chitwan. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand on regardait la carte du Népal. Chitwan, c'est au sud. Et Chitwan, c'est le grand parc national qui abrite ces fameux éléphants, rhinocéros, unicornes et des tigres, bien évidemment des tigres. Donc là, on n'est plus dans la montagne, on est dans la plaine, avec de grandes forêts, des rivières, aussi des rizières, et puis voilà, on est dans la jungle, donc c'est vraiment, on nage en plein Kipling, le livre de la jungle. Et puis juste à côté, il y a Lumbini. Alors Lumbini, c'est là où est né le Bouddha. Alors, on va aussi découvrir les monuments qui sont liés au Bouddha et au bouddhisme, avant de terminer le voyage à Pokhara, donc troisième plus grande ville du pays, avec son fameux lac, avec cette vue extraordinaire sur les Annapurna, avec aussi son vol en parapente, en biplace bien sûr. C'est le troisième spot le plus couru, le plus connu au monde, après Annecy et je ne sais plus où, en Suisse, je ne sais plus où en Suisse. C'est des vols absolument fantastiques. C'est très secure, très sécurisé. La plupart des parapentistes sont d'ailleurs occidentaux, sont diplômés. Et le vol est dingue parce que on a des 8000 devant nous et puis il y a le lac en dessous, et voilà, ce sont des vols qui peuvent durer entre 20 et 45 minutes en fonction des conditions météo. Et là, on va aussi avoir la possibilité de faire des petites randonnées à la demi-journée autour de Pokhara, autour du lac, aller
rencontrer les populations locales. On va aussi loger chez l'habitant chez une communauté tibétaine. Là encore, on va apprendre à faire des momos et on va surtout les manger et se régaler. Voilà pour ce voyage best-seller en famille. Un autre voyage qui cartonne et là qui conjugue voyage culturel et trek proprement dit, donc randonnée de plusieurs jours. C'est Trek et Rencontres dans les Annapurna, 13 jours là encore Katmandou, soit 15 jours de la France à la France. On commence et on termine à Katmandou puisque c'est le seul aéroport international au Népal. Et puis ensuite, on va aller se rendre à Pokhara par avion. Et puis on va trekker chez l'habitant. C'est ça qui a une grosse valeur ajoutée pour les voyageurs. Plutôt que de prendre la tente ou dormir dans des refuges, on dort réellement chez l'habitant. Alors c'est d'un confort relativement sommaire, certes, mais c'est vraiment compensé par l'authenticité, un accueil incroyable et voilà, de très belles rencontres, du partage. Donc on va randonner sur de mémoire 6-7 jours après la découverte de Katmandou et sa vallée, après la découverte de Pokhara, et ensuite on va revenir gentiment sur Katmandou, 13 jours, donc du culturel, de l'immersif et de la randonnée, du trek, avec des paysages bien évidemment à couper le souffle. Hop. Voilà, en très gros, en très schématique, parce que vous avez peu de temps, des infos sur le Népal. Bien évidemment, c'est une introduction et j'espère que ça vous donne envie d'aller plus loin. Et sachez que nous sommes là, Experts Voyage, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit par mail, mais que ce soit aussi par Skype, WhatsApp, pour voilà, enrichir votre connaissance, votre expertise et collaborer avec grand plaisir avec vous. Alors maintenant, le Bhoutan, qui se trouve à l'est du Népal. On a vu que le Népal, c'était quand même assez grand, 800 mètres ouest-est, 150 km nord-sud. Là, le Bhoutan, c'est un tout petit pays qui fait à peine 250 km est-ouest, pour 150 nord-sud. C'est à peu près comme la Suisse, je crois. En tous les cas, c'est moins peuplé que la Suisse puisque c'est peuplé de seulement 700 000 habitants. Et quels habitants, quelle chance ils ont, puisque vous savez certainement que le pays, il n'y a pas de PIB ou de PNB au Bhoutan, ils l'ont remplacé par le BIB, le bonheur intérieur brut. Alors, c'est un bon coup marketing, mais pas seulement. Pour y aller assez souvent, je dois dire qu'à chaque fois, je suis soufflé par effectivement ce qui se dégage en termes d'atmosphère, d'ambiance avec les Bhoutanais. Ils sont toujours souriants, ils ont des belles maisons, ils ont des jardins, des potagers absolument extraordinaires. C'est bio, tout est bio, il y a des hôpitaux, il y a l'électricité, il y a des écoles et des bonnes écoles. Franchement, ouais, souvent on dit la Suisse c'est bien, bah, le Bhoutan c'est un peu la Suisse, mais en Asie, en Himalaya. C'est en plus, alors certes les Suisses ont des belles montagnes, hein, je vais pas me faire des amis, non, très belles montagnes, mais le Bhoutan c'est encore plus haut, plus énorme, voilà. Donc ce sont des paysages himalayens extraordinaires, c'est une faune-flore ultra préservée. La constitution bhoutanaise stipule qu'il doit y avoir un minimum de 70% de forêt, de couverture forestière sur le pays. Ils en sont à 72% aujourd'hui. Sachez qu'ils sont en plus carbone négatif, positif, négatif. Enfin bref, ils font des choses très bien pour le carbone. Ils sont passés au-delà du zéro carbone. Voilà. C'était, je crois, le seul pays avec peut-être le Costa Rica. Et puis alors, en termes culturels, en termes de monuments, plutôt, il y a les dzongs. Les dzongs sont les monastères qui sont d'une architecture extraordinaire. Vraiment, c'est très 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 beau. Et dans ces monastères, vous avez des festivals annuels absolument super, avec des danses de masques, des moines, avec aussi toute la population locale
qui vient assister à ces festivals qui durent en général 2-3 jours, avec de la musique, avec voilà. Donc c'est vraiment un spectacle assez dingue et assez drôle aussi parce que tout le monde rigole. Voilà, c'est un très très bon moment. Alors généralement, les festivals ont lieu entre octobre et novembre ou entre mars et avril. Alors j'aimerais vous montrer un film un petit film sur le Bhoutan, en espérant que vous ayez le son. Alors, il est où ce film? Je vous demande une petite minute. Où est le film? Excusez-moi, ça va arriver, ça va arriver. Je suis pas très bon voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va, vous êtes toujours là? Ok, c'est bon. Oui, très bien. Alors, voyage. Ça s'appelle Voyage au Bhoutan avec Julie. Julie, expert de voyage du Bhoutan. Voilà, c'est parti. Voilà, j'espère que vous avez eu le son. Alors, on a parlé du bonheur tout à l'heure au Bhoutan. Le bonheur intérieur brut. Et ben le bonheur, il a un prix. Il a un prix financier quand même. J'ai oublié de vous en parler. C'est que c'est effectivement une destination absolument extraordinaire. Elle est aussi extraordinaire parce qu'il y a très peu de voyageurs à s'y rendre. Il y en a 10 fois moins qu'au Népal, où déjà il n'y en a pas beaucoup. Il y a 25 000 Français à peu près à se rendre au Népal chaque année. Il y en a à peu près 2000 au Bhoutan. Une des raisons pour lesquelles il y a seulement 2000 Français à se rendre au Bhoutan chaque année, c'est que c'est cher. C'est cher pourquoi? C'est parce que le gouvernement bhoutanais demande, pour avoir l'obtention du visa, les voyageurs doivent passer par une agence de voyage, et le visa est un minimum, il faut dépenser $250 par jour. Alors, c'est pas seulement le visa, heureusement. Ça comprend quoi? Ça comprend les repas, ça comprend l'hébergement, le véhicule, les guides locaux, les tickets d'entrée pour les temples, pour les dzongs. Donc, ça comprend quasiment tout sur place. Et dans ces $250 par jour, $70 vont la moitié pour le ministère de la Culture, essentiellement pour la préservation des monastères, et la moitié pour le ministère de l'Environnement, donc pour la préservation de la faune, de la flore, de l'environnement physique. Alors, le Bhoutan. Quand aller au Bhoutan? C'est comme au Népal, c'est simple, c'est tout le temps, sauf quand il pleut. Et il pleut de juin à septembre. Donc, autrement dit,
c'est bien de voyager au Bhoutan entre octobre et avril-mai. On y fait aussi des treks au Bhoutan, pas seulement des voyages culturels, mais contrairement au Népal où on disait 50% de trekkers, 50% de voyageurs découvertes, au Bhoutan c'est plutôt 90% de voyageurs découvertes pour seulement 10% de trekkers. Néanmoins, nous donc c'est à peu près ça, on propose surtout des voyages découverts, des voyages culturels immersifs. Pour autant, souvent les voyageurs nous demandent aussi des petits randos. On va peut-être pas appeler ça des treks proprement dit, mais des randos à la demi-journée, à la journée, pour aller découvrir au-delà des routes, pour aller découvrir des villages plus authentiques dans des petites vallées, voilà, assez lointaines. Voilà pour le climat. Je vais vous présenter brièvement 2 voyages au Bhoutan, qui sont là encore des best-sellers chez Shanti Travel. La terre sacrée du Bhoutan, en 9 jours de Katmandou à Katmandou. Ce qui dit 9 jours de Katmandou à Katmandou dit 6 jours sur place au Bhoutan. Alors pourquoi passer par Katmandou? On pourrait passer, et on le propose aussi, par New Delhi, en Inde, mais il n'y a pas de vol direct entre Paro, l'aéroport international, et l'Europe ou même les Émirats. En fait, il y a des vols entre Paro, c'est-à-dire le seul aéroport international du Bhoutan, avec Katmandou, c'est là où il y a le plus de vols, avec New Delhi et avec Bangkok. Et il y en a un aussi avec Singapour. Voilà, mais les plus courants, c'est via Katmandou. C'est intéressant aussi via Katmandou parce que ça permet à vos clients de découvrir 2 pays himalayens, donc avec des vraies similitudes en termes de géographie physique et culturelle, mais voilà, avec aussi des grosses différences. Donc c'est pas mal de cumuler, voilà, de rester quelques jours dans la vallée de Katmandou, de découvrir ces magnifiques villes capitales que sont Katmandou, Bhaktapur, Patan et les environs, avant de découvrir le Bhoutan proprement dit. Nous, on aime bien proposer la terre sacrée du Bhoutan, ce voyage, lorsqu'il y a effectivement, en période de festival, les festivals dans les monastères dont on parlait tout à l'heure, qui ont lieu la plupart du temps en octobre, novembre et en mars. Voilà, donc là, ce que vous voyez, Paro, Thimphu, la capitale, Wangdu et Gangte, ce sont parmi les spots, les incontournables, on va dire, du Bhoutan. Et ensuite, on vous propose entre Népal et Bhoutan, 15 jours, Katmandou, donc 17 jours France. Donc là, c'est une découverte plus longue et plus large de la vallée de Katmandou, mais surtout du Bhoutan. Et là, c'est encore des voyages culturels avec quelques petites marches par-ci, par-là. Et puis aussi, pardon, les découvertes de parcs nationaux avec évidemment qui abritent les tigres, les éléphants et les rhinos. Voilà. Donc voilà cette petite présentation succincte parce que je sais que vous avez beaucoup de travail par ailleurs. Voilà, ça reste une introduction qui j'espère vous donnera envie d'aller plus loin et de dialoguer avec nous ultérieurement dans j'espère quelques jours. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation de 2 pays himalayens qui me tiennent beaucoup à cœur, le Népal, le Bhoutan. Maintenant, de manière plus générale, à la fois pour ces pays et de manière plus générale sur les destinations dans lesquelles on se trouve, nous on propose, comme je vous le disais en préambule, des voyages sur mesure, ultra personnalisés et qui, pour certains, vont coller à des thématiques, à des voyageurs qui veulent voyager en couple ou en groupe d'amis ou en solo ou encore en famille. Pour des thématiques qui sont parfois du multithématique. On parlait tout à l'heure de voyages à la fois découvertes culturelles, parfois spirituelles, des randos, voire des trekking. Ça peut, voilà, donc ça colle à une typologie de voyageurs amoureux, de voyageurs entre potes, de grands voyageurs aussi qui décident de partir 3 semaines, découvrir vraiment le pays de l'intérieur et de prendre leur temps. Et puis les épris, les amoureux de la vie sauvage, il y a de quoi faire au Bhoutan et au Népal.
et puis des voyages photos, effectivement, qu'on propose aussi. Un dernier mot sur ce qu'on peut proposer au Népal et au Bhoutan. Un gros avantage, c'est qu'au Bhoutan, vous avez une hôtellerie extraordinaire. Vous avez des maisons d'hôtes pas trop chères, relativement confortables et très charmantes, et vous avez carrément les hôtels Como ou les hôtels Aman, alors très chers bien sûr, mais avec un standing absolument extraordinaire. Au Népal, c'est vrai aussi en termes d'hôtels de luxe, sur Katmandou, Lumbini et Pokhara. Après, c'est plus compliqué, vous allez être sur un type de logement plus standard. Voilà, et ben voilà, apparemment la présentation est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis j'espère qu'on se reverra bientôt, qu'on se parlera bientôt, qu'on échangera bientôt par mail et qu'on accueillera bientôt aussi vos clients. Namasté, Uzuzangpola en bhoutanais, Tachidele. À bientôt, bye bye.